Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour débattre et approfondir un grand sujet d'actualité. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le député européen François-Xavier Bellamy et l'expert défense et journaliste à l'opinion Jean-Dominique Merchet, auteur également de Sommes-nous prêts pour la guerre ? Sommes-nous prêts pour la guerre ? Ce sera justement le thème de la discussion d'aujourd'hui. Réarmer, oui, mais comment ? Faut-il aller vers la création d'une Europe de la défense ou au contraire réarmer les États-nations ? Comment réarmer sur le plan extérieur quand nous sommes désarmés sur le plan intérieur ? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Jean-Dominique Merchet et François-Xavier Bellamy. Jean-Dominique Merchet, François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce soir. Nous allons parler réarmement pendant une heure. Mais d'abord, peut-être faire un état des lieux de la menace. Emmanuel Macron a parlé au sujet de la menace russe, de menace existentielle. Je voulais vous demander si vous êtes de son avis. S'agit-il d'une menace existentielle ? Jean-Dominique Merchet. Une menace, oui, existentielle, c'est sans doute un peu exagéré. Alors, il parlait d'une menace existentielle pour l'Europe. C'est vrai qu'il y a des parties de l'Europe pour lesquelles c'est une menace existentielle. L'Ukraine est en Europe, les pays baltes, d'autres, pour eux, il y a quelque chose d'extrêmement perturbant, angoissant même, je dirais. Pour la France, la Russie ne représente pas une menace existentielle aujourd'hui. Elle représente une menace. La Russie a des comportements agressifs vis-à-vis de notre pays, mais existentielle, non, le mot est trop fort. François-Xavier Bellamy, vous êtes de cet avis ? Je partage ce que dit Jean-Dominique Merchet. Je le vis tous les jours au Parlement européen et dans les échanges que j'ai avec des dirigeants d'autres pays européens. Pour beaucoup de mes collègues qui viennent d'Europe centrale et orientale et qui ont 50, 60, 70 ans, la vie politique a commencé par l'opposition à l'oppression soviétique. Beaucoup sont nés en Union soviétique. J'ai une collègue lituanienne qui est née dans un goulag et se sont engagés en politique parce qu'ils voulaient défendre cette liberté qu'ils avaient réussi à reconquérir après l'effondrement de l'URSS. Et pour eux, on ne peut pas leur donner tort. La réalité de la menace russe, c'est une réalité très concrète, très palpable. Pour eux, aujourd'hui, l'évolution des États-Unis et le changement de pied de cet allié historique représentent une menace existentielle, en effet, parce qu'elle les rend vulnérables face à un dirigeant russe, Vladimir Poutine, qui semble donner le sentiment qu'il veut reconstruire la force d'une Russie effondrée par la disparition de l'idéologie soviétique. Ceci étant dit, Emmanuel Macron s'adressait aux Français. On l'a accusé de dramatisation excessive. Est-ce que vous partagez cet avis ? Moi, je pense que la menace existentielle pour la France, ça n'est pas tant, en effet, singulièrement la Russie, que la fragilité de notre démocratie. La fragilité de notre démocratie dans un monde où les rapports de force redeviennent le langage des grandes puissances. Et dans ce monde-là, nous sommes confrontés à des puissances autoritaires, voire à des régimes totalitaires qui ont décidé de faire la preuve que la démocratie devait sortir de l'histoire, que la démocratie c'était terminé, que ça n'était pas le meilleur moyen d'organiser une société. Et de ce point de vue-là, il y a bien sûr la question de la Russie, mais il y a aussi évidemment la question de la Chine, il y a l'Iran, il y a à travers l'Iran le terrorisme islamiste qui a touché déjà notre pays. Donc nous avons déjà payé le prix qu'il fallait pour savoir que la menace existe bel et bien. Et de ce point de vue-là, il me semble que rien ne serait plus dangereux que de retomber dans une espèce de sommeil confortable, de torpeur paisible. J'entends beaucoup de gens aujourd'hui, y compris dans le champ politique, qui disent « Oh là là, mais il faut arrêter de parler de la guerre, il faut vouloir la paix ». Bien sûr qu'il faut vouloir la paix, mais la paix dans la liberté,
la paix dans la souveraineté. Et de ce point de vue-là, oui, il y a effectivement des menaces existentielles qui pèsent sur notre pays, pas seulement sur sa sécurité, mais aussi sur sa capacité de décider souverainement de la maîtrise de son destin. Si nous ne voulons pas sortir de l'histoire, nous avons le devoir d'être forts et d'être prêts à assumer notre propre défense nous-mêmes. François-Xavier Bellamy a parlé de fragilité de notre pays, fragilité peut-être notamment en matière de défense. S'il y avait une invasion russe, vous nous avez dit que la menace que c'était peu probable, mais une invasion après tout d'un pays quelconque, nous avons eu affaire à la menace terroriste, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que notre armée est prête, et même au niveau européen, puisque vous nous avez dit que la menace était beaucoup plus proche, s'il y avait invasion de l'Europe, alors il y a eu l'Ukraine, mais un pays qui est directement dans l'Union européenne, est-ce que nous sommes prêts à faire face et pour combien de temps? Alors ça, c'est une vraie question, parce que invasion, ça veut dire quoi? On n'imagine pas aujourd'hui, là, dans les quelques années qui viennent, un scénario comme celui de l'Ukraine, visant un pays, visant la France notamment. Pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas dans la même situation géopolitique que l'Ukraine pour deux grandes raisons. D'abord, la France est une puissance nucléaire et la dissuasion nucléaire, ça marche, jusqu'à preuve du contraire. Et nous sommes membres fondateurs d'ailleurs de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Et ça reste une alliance solide, même s'il y a des doutes avec la présidence Trump, etc., etc. Donc, on n'est pas face au même risque que l'Ukraine. La question que vous posez est de savoir si on serait capable, d'une certaine manière, de voler au secours de quelqu'un qui sera agressé. Là, j'ai plus de doutes. Parce que dans le livre que vous avez la gentillesse de citer, je cite une étude. Un livre chez Robert Laffont, je crois. Chez Robert Laffont. C'est l'occasion de le rappeler. Je cite une anecdote, en fait. Il y a 2 ans, j'assiste à un colloque ouvert, c'est-à-dire accessible, pas du tout quelque chose secret défense, etc., dans lequel des officiers de l'armée de terre expliquent, bien écoutez, nous, notre modèle, c'est une brigade, elle tient 20 km de front, et nous pouvons déployer 4 brigades. Par exemple, dans une situation comme l'Ukraine. Donc je pose la question, je dis, attendez, j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez développer 4 brigades qui chacune tiennent 20 km de front, donc ça veut dire qu'on tiendrait 80 km de front. Là, je sens des sourires un peu gênés chez mes interlocuteurs, me disant, oui, en quelque sorte. Donc ça dit le poids de ce que la France pourrait fournir dans une coalition si nous devions être engagés dans une guerre comme en Ukraine. 80 km de front, en Ukraine, le front en fait 1000. Donc ça donne des éléments de comparaison. Donc non, notre armée n'a pas été formatée depuis 30 ans pour ce genre de conflit. C'est une armée qui a été formatée, qui a été réorganisée profondément dans les années 90 par Jacques Chirac pour être une armée de projection sur des conflits de moyenne intensité où on engageait rarement plus de 5 à 10 000 hommes. On est obligé aujourd'hui de se poser d'autres questions et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. François-Xavier Bellamy, est-ce que nous sommes prêts en Europe à faire face donc à un conflit de haute intensité? Jean-Dominique Merchet, qui est un très grand connaisseur de ces questions, l'a dit mieux que je ne pourrais l'évoquer, mais je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, la France a des atouts, et notamment cette dissuasion nucléaire, qui est un investissement considérable. Par rapport à ses voisins, cela dit, la France est peut-être la mieux placée en Europe. Est-ce qu'on a toujours la meilleure armée d'Europe? L'une des mieux placées, parce qu'en effet, la dissuasion nucléaire, c'est une singularité dans l'Union européenne. Les Britanniques ont, à l'extérieur de l'UE, une dissuasion nucléaire, mais qui est très largement américanisée. Nous avons une dissuasion nucléaire autonome. Le deuxième aspect qui est effectivement singularise notre pays, c'est le fait que nous avons investi depuis longtemps dans cette capacité militaire de projection qu'évoquait Jean-Dominique Merchet, quand la plupart de nos voisins ont en réalité assez largement renoncé à des armées capables d'agir de manière opérationnelle autonome.
mais ça ne veut pas dire que nous soyons aujourd'hui capables pour autant de faire face à un conflit de haute intensité, parce que nous avons des capacités qui sont très largement échantillonnaires, malgré l'incroyable dévouement, le courage, l'engagement de nos forces armées aujourd'hui, qui se sont largement engagées dans des conflits asymétriques, qui n'étaient pas moins dangereux ou moins brutaux pour autant, mais qui n'étaient pas des combats qui les engageaient face à une armée adverse dans un conflit interétatique. Malgré cet incroyable atout que représentent nos forces armées, aujourd'hui nous voyons bien que nous serions bien incapables de faire face dans la durée et dans la profondeur à un conflit du type que celui que connaît l'Ukraine. D'autres pays européens sont en train de s'organiser pour cela. Et je pense par exemple à la Pologne, qui investit aujourd'hui 5% de son PIB en matière de défense et qui est en train de déployer une armée d'intervention avec beaucoup plus de masse, sans doute, que nous. Donc il faut qu'on arrête de se faire croire aussi parfois, nous, Français, que nous serions les seuls ou les meilleurs en Europe. Nous avons aujourd'hui d'autres pays européens qui sont déterminés à se réengager avec beaucoup de sérieux sur ce sujet de leur propre sécurité. Il y a 3 ans, vous êtes député européen, François-Xavier Bellamy. Il y a 3 ans, au début de cette guerre en Ukraine, on a parlé aussi de réveil européen et de réarmement. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 3 ans ? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. Il y a eu des étapes importantes dans le débat européen. Il y a eu le Fonds européen de défense, dont j'étais l'un des rapporteurs au Parlement il y a quelques années, qui voulait engager les États européens à travailler ensemble sur la recherche et l'innovation en matière d'industrie de défense. Il y a eu ensuite les programmes EDIRPA, ASAP, pour venir en soutien à l'Ukraine et produire des munitions qui seraient ensuite livrées sur le champ de bataille, et puis pour éviter de désarmer nos propres forces armées. Mais la vérité, c'est qu'en effet, ce réveil s'est fait attendre, et pour une raison assez simple à comprendre. Et c'est le point central du débat qui s'engage aujourd'hui au plan européen. C'est que la plupart des pays européens avaient misé leur sécurité sur leur alliance avec les États-Unis et avaient décidé que la garantie qui protégerait leur propre territoire national, ce serait leur appartenance à l'OTAN. Pour nous, Français, peut-être pour partie y a-t-il là-dedans une forme d'illusion, ou en tous les cas ne regardons-nous pas en face suffisamment la réalité, mais pour nous, l'OTAN, c'est quelque chose qui flotte vaguement dans l'air, et la garantie de la sécurité du territoire national, c'est nos forces armées dont nous sommes légitimement fiers. Pour la plupart de nos voisins européens, l'idée que leurs forces armées défendent le territoire de leur pays, c'est très abstrait. En réalité, leurs forces armées sont d'abord une contribution à l'Alliance Atlantique. Et donc, ce qui fait aujourd'hui le vrai grand choc que les Européens sont en train de vivre, ce n'est pas seulement le retour de la guerre sur le sol européen et d'un conflit de haute intensité comme celui que l'Ukraine est en train de subir depuis l'invasion de la Russie. Le vrai grand choc, c'est aussi que parallèlement, les États-Unis sont en train de changer radicalement de cap. Non seulement de dire, ce que finalement toutes les administrations américaines ont dit de manière plus ou moins polie avant que le président Trump n'arrive, vous ne dépensez pas assez, vous n'êtes pas assez sérieux, vous devriez vous investir plus dans votre propre sécurité. Ça, on pouvait s'attendre à ce que le président Trump le redise d'une manière très déterminée, et les Européens étaient prêts à entendre ce message-là. Ils savaient que ça allait venir. Mais là, ce qui est en train de se jouer est assez différent. C'est qu'aux Nations Unies, les États-Unis ont voté, il y a quelques jours, dans une résolution qui opposait la Russie aux pays européens, ont voté avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec le Venezuela, contre tous les pays européens. Et donc, les Européens ont le sentiment que leur premier protecteur est en train de changer de camp. D'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore ce que sera la suite de cette trajectoire. Je ne dis pas, et je ne suis pas là en train de faire quelques leçons de morale que ce soit, c'est juste un fait, c'est un constat. Et nous avons le devoir de prendre la mesure de ce changement historique qui, d'une certaine manière, met les Européens devant leurs propres responsabilités. C'est certain. Si nous voulons être souverains, si nous voulons que nos États soient souverains et soient capables, je le redis, de garantir la maîtrise de notre destin, alors nous ne pouvons pas nous contenter d'une alliance qui est en réalité le synonyme d'une dépendance. Les États-Unis sont nos alliés, j'espère qu'ils le resteront. Je ne doute pas qu'à long terme, nous avons tellement en commun à défendre que nous garderons cette proximité avec eux, mais le fait qu'ils soient nos alliés ne veut pas dire qu'ils soient nos suzerains et que nous soyons leurs vassaux. Et c'est de cette dépendance-là qu'il faut sortir aujourd'hui. Jean-Dominique Merchet, vous y croyez, vous, à la fin de l'OTAN, vous nous avez dit qu'en préalable, c'était quand même, ça restait une alliance solide. Oui, pour l'instant, je ne vois pas d'alternative. Je ne vois pas d'alternative à l'Alliance Atlantique pour la défense de l'Europe.
ça pose un problème, effectivement, puisqu'il y a les évolutions qu'on connaît avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais je reviens un tout petit peu en arrière. Pourquoi nous sommes dans cette situation ? Il faut bien comprendre que la défense de l'Europe, face à la Russie, pour être clair, en dernier ressort, elle repose sur la dissuasion nucléaire. Elle repose sur des armements nucléaires. L'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si vous prenez la carte de l'Europe, le seul pays, enfin les deux seuls pays avec la Grande-Bretagne et la France qui possèdent des armements nucléaires, c'est la France et donc la Grande-Bretagne. Les autres pays de l'Union européenne, les autres pays du continent européen, se sont interdits à eux-mêmes, et nous leur avons interdit, via un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire, qui date de 1968, de posséder leur propre armement nucléaire. Donc, au regard du droit international, au regard de l'équilibre mondial, un pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Suède, comme l'Italie, n'ont pas le droit de posséder des armes atomiques pour assurer leur propre défense nationale. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils sont obligés, contraints, de s'en remettre à l'arme nucléaire d'un autre. Puisque, en dernier ressort, c'est comme l'arme nucléaire qui dissuade l'agresseur potentiel, la Russie. Donc ça signifie que leur défense, elle est intrinsèquement liée à l'alliance avec les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, peut-être pourraient s'ouvrir de nouvelles perspectives avec ce qu'on appelle l'élargissement de la dissuasion nucléaire française, voire britannique, qui pourrait servir de garantie d'assurance complémentaire, non pas à la place de la défense américaine, mais en complément de la dissuasion américaine. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas de fait ? Alors, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas vraiment assumé par les Français un tout petit peu, puisque depuis l'origine de la dissuasion nucléaire française dans les années 60, il a toujours été entendu que les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire ce qui justifierait l'emploi de l'arme nucléaire, dépasse les frontières nationales. Le général de Gaulle le disait lui-même, disait si les armées soviétiques rentrent en Allemagne de l'Ouest ou en Belgique, on considérera que les intérêts vitaux de la France sont engagés. Et puis au fil des ans, ce discours a progressé, mais il a toujours existé. Dès le livre blanc de 1972, écrit par un gaulliste historique, Michel Debré, garant de l'indépendance nationale, il a toujours été... Sauf que les autres pays européens, de ça, ils ne voulaient pas entendre parler, notamment les Allemands. En Allemagne, c'était un tabou. Ce tabou est en train d'être levé. Les Allemands sont prêts à en discuter avec le nouveau chancelier, Friedrich Merz, de la CDU. Il commence à dire, oui, on a un problème, et il va falloir qu'on regarde avec les Français et avec les Britanniques ce qu'on peut faire. C'est très nouveau. Les Polonais, dont parlait François-Xavier Bellamy à l'instant, sont également très intéressés par ce genre de choses. Donc il va falloir bouger. Il va falloir qu'eux bougent sur ces questions et que nous aussi nous bougions. Parce qu'on ne pourra pas rester avec notre catéchisme traditionnel en disant c'est français, c'est que pour la France, voilà. Donc on voit des choses se mettre en place, c'est intéressant. Non, mais il faudrait que nous bougions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut partager le bouton nucléaire avec nos alliés européens ? Pas le bouton nucléaire, parce concrètement, que ça, non, mais la décision... mais ce modèle existe. Ce modèle existe. Il existe au sein de l'OTAN. Les Américains ont en Europe des armes nucléaires dans 4 pays européens, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Ces armes nucléaires, elles sont sous une clé américaine, mais pour les utiliser, elles seraient mises sous des avions allemands, italiens, belges et hollandais. C'est vers des choses comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, nous. De dire pourquoi, un jour, on ne mettrait pas des armes nucléaires françaises en Pologne, sous contrôle français, sous contrôle du gouvernement, mais ces armes nucléaires ne pourraient être utilisées que avec la collaboration des Polonais. Donc ça implique les nations dans une réflexion commune, une alliance, des choses extrêmement confidentielles. Et donc, je ne dis pas que c'est le modèle, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je dis qu'il faut réfléchir à une évolution de la dissuasion. Et la question que vous posez du fameux bouton,
elle se pose depuis 1960 à tous les Européens. C'est-à-dire, est-ce que les présidents des États-Unis accepteraient d'appuyer sur le bouton pour défendre l'Europe occidentale? Depuis les années 60, cette question est posée. Il n'y a pas de réponse à cette question. On ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est une question de croyance. On peut croire qu'il le fera, on peut croire qu'il ne le fera pas. Ce qu'on a pu constater, c'est que ça avait marché. C'est-à-dire que la personne à qui on s'adressait, à savoir la Russie, y a suffisamment cru pendant toute cette période, des années 60 aux années 90, pour qu'elle soit dissuadée d'avoir des comportements trop agressifs et en gros d'engager une guerre contre l'Europe de l'Ouest. Donc, on ne sait pas, mais il va falloir bouger, évoluer, en Europe, mais aussi chez nos voisins européens et aussi en France. François-Xavier Bellamy, vous êtes pour ce type d'évolution de la doctrine nucléaire française, et est-ce que le risque, c'est que ça implique des contreparties trop lourdes? D'abord, il faut être vraiment très précis parce que je pense qu'il y a une grande confusion qui règne sur ce débat. Il me semble qu'il est absolument hors de question de partager la décision d'une frappe nucléaire. Hors de question. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un enjeu de souveraineté absolument majeur pour notre pays. Et l'Europe n'est pas, je le crois profondément, un lieu dans lequel la souveraineté de nos États doit se dissoudre. Au contraire, l'Europe trouve sa raison d'être si elle rend nos États plus souverains. C'est le combat que je mène tous les jours au Parlement européen. Puis la deuxième raison, c'est que ça ne fonctionnerait pas. Je suis bien placé au Parlement européen pour voir que les processus décisionnels en Europe sont compliqués, sont longs, sont lents. Imaginez ce que ça donnerait. Il faut décider à 27 si on devait réunir un Conseil européen. On a le temps d'être rayé de la carte de la planète. Je pense qu'il faut être très clair sur le fait que ça n'est même pas une option. Maintenant, ce qui est certain, c'est que... Et personne n'en parle d'ailleurs. Et personne n'en parle. Mais il faut le préciser parce que sinon, ça alimente beaucoup de craintes infondées. Personne n'en parle, même si je crois qu'il y a une tentation qui existe quand même. Et notamment chez certains de nos voisins européens, je le vois dans la discussion, parce que beaucoup de pays européens, pour les raisons que vous évoquiez de manière très juste, n'ont pas de culture de la dissuasion nucléaire. Et donc, ils n'ont pas nécessairement de compréhension de l'intérieur, et c'est tout à fait normal, de la façon dont la dissuasion fonctionne. Maintenant, l'aspect qui me paraît essentiel, c'est qu'effectivement, nous avons le devoir de réfléchir à la meilleure manière de dissuader des puissances qui voudraient s'en prendre à nos pays. C'est la Russie, mais je le redis, c'est aussi la Chine. Grande puissance nucléaire qui mène aujourd'hui une course au nombre de têtes nucléaires qu'elle détient sur son sol. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on garantit un mécanisme de dissuasion ? Et je partage ce que disait Jean-Dominique Merchet à l'instant. Les États-Unis avaient placé l'Europe sous le parapluie nucléaire américain, sans du tout, personne n'y croit une seconde, renoncer à leur souveraineté absolue en matière de décision. Personne ne pense que les États-Unis avaient abandonné la décision aux Européens, mais ils avaient trouvé les moyens de créer cet effet de dissuasion. Maintenant, peut-être juste rajouter un mot. La dissuasion nucléaire, c'est déterminant, et il faut absolument continuer d'investir dans cet outil fondamental, mais ce que la guerre en Ukraine nous a montré, c'est que ça ne suffit pas, et que la dissuasion doit être perçue comme un travail multifactoriel. Il faut une dissuasion nucléaire, mais le grand problème qui se posera, c'est, imaginons que demain, c'est la question très concrète que vous posiez, imaginons que demain, quelques villes, quelques villages, des territoires sont attaqués par la Russie, par exemple, dans les pays baltes ou en Pologne. Voilà. Est-ce que la France décidera d'une frappe nucléaire pour autant ? La réponse est très compliquée. On ne peut pas répondre à cette question, mais il est assez clair qu'on l'a vu dans la guerre en Ukraine. On a parlé de nucléaire au tout début, et puis en réalité, on voit bien qu'il s'agit d'abord d'un conflit de haute intensité, mais d'un conflit avec des moyens conventionnels, finalement très classiques, et tristement, qui nous ramènent très tristement et tragiquement à l'expérience de la guerre du début du XXe siècle, d'une guerre de masse, d'une guerre de nombre, d'une guerre de tranchées, d'une guerre de corps à corps, souvent, et d'une guerre parfois très rudimentaire. En Ukraine, l'outil qui a été le plus utilisé, l'arme qui a été la plus mobilisée dans la guerre, comme sur d'autres théâtres d'opération, je pense par exemple à la guerre menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie dans le Haut-Karabakh en 2020, c'est le drone. Le drone qui est finalement un outil, une arme assez peu sophistiquée, mais qui a été dévastatrice sur le front. Et donc, la grande question pour nous, Européens, c'est comment est-ce qu'on travaille à construire ensemble les moyens de cette dissuasion
nucléaire, mais aussi conventionnelle. Et là, c'est le grand enjeu du programme EDIP dont je suis rapporteur. On est au cœur de la négociation en ce moment sur ce programme pour l'industrie de défense en Europe, parce qu'on a un énorme travail à faire pour reconstruire une base industrielle de défense dans nos pays européens qui permettent d'assurer cette dissuasion. Parce que, pour la raison qu'évoquait Jean-Dominique Merchet à l'instant, ce lien primordial avec les États-Unis fait que les Européens ont choisi de confier l'essentiel de leur armement aux Américains. Tout à l'heure, Jean-Dominique, vous disiez la bombe nucléaire, elle est portée par un avion allemand ou hollandais ou belge. Mais en réalité, ce sont des avions américains achetés par ces pays. Et pourquoi est-ce que on entend souvent en France dans les débats, mais comment ça se fait que les Allemands achètent des F-35 ? Mais les Allemands achètent des avions américains précisément parce que c'est la cohérence de cette logique d'alliance avec les États-Unis. Aujourd'hui, si nous voulons une alliance dans l'indépendance, si nous voulons sortir de cette situation de dépendance qui met en risque à la fois la souveraineté de nos pays et leur sécurité, eh bien, nous avons le devoir de reconstruire une capacité industrielle en matière de défense. Et ça va être un combat extrêmement rude, un débat très difficile aussi entre les Européens. Justement, la question précisément, puisque tout le monde est d'accord sur le constat qu'il va falloir réarmer, et notamment pour se préparer à des guerres conventionnelles, vous l'avez dit, c'est comment réarmer. Et là, il y a peut-être une ambiguïté entre ceux qui seraient partisans d'une Europe de la défense, c'est-à-dire un système de défense intégré, et ceux qui veulent réarmer les États-nations. Vous penchez de quel côté, François-Xavier Bellamy ? Moi, je continue de croire, et c'est le principe que je défends dans ce texte sur l'industrie de défense, que nos États sont responsables de la défense de leur territoire, et que si nos États assument leurs responsabilités, c'est l'Europe dans son ensemble qui s'en trouvera renforcée. Emmanuel Macron, il ne le fait plus aujourd'hui, mais en 2017-2018, parlait de créer une armée européenne. Une armée européenne, ça me paraît être le cœur de cette immense malentendu qui pèse bien souvent sur les débats européens. Parce que, encore une fois, nos États ont, et c'est ça la beauté de l'Europe, c'est ça la force de l'Europe, nos États ont une diversité très grande de cultures militaires, de références historiques, d'organisations institutionnelles, de priorités géostratégiques, de vision de la menace et de vision de leurs alliés. Et c'est normal, et c'est ça la force de l'Europe. Pour un Français, vous en parliez en commençant, est-ce que la Russie est une menace existentielle ? Certainement moins que pour, en effet, un Lituanien ou un Letton. La grande erreur des Français, la grande erreur de l'Europe de l'Ouest, a été sans aucun doute de ne pas assez écouter l'Europe de l'Est quand elle nous disait « Méfiez-vous, la Russie est plus dangereuse que vous ne le croyez ». Et aujourd'hui, on le voit dans la guerre en Ukraine. Mais maintenant, ce serait une immense erreur que les pays baltes, que la Pologne, que l'Europe de l'Est n'écoutent pas ce que peut dire la France, ce que peut dire l'Italie, l'Espagne, quand ces pays parlent du Sud et de ce qui se joue pour notre sécurité vers le Sud. Par exemple, sur le continent africain. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si la Chine, la Russie, la Turquie, nos adversaires stratégiques, bien souvent, sont en train de prendre des positions décisives sur le continent africain qui pourraient demain être un point de départ pour déstabiliser l'Europe, à travers d'ailleurs des menaces qui sont hybrides. Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre seulement avec une armée qui en affronte une autre, on fait la guerre avec d'autres armes. On fait la guerre, par exemple, avec l'arme migratoire. J'ai été à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est aujourd'hui la question migratoire, un moyen de guerre hybride qui est utilisé par la Russie et par la Biélorussie contre les pays européens. Donc, le grand défi pour nous, et demain, le même sujet pourrait se retrouver à partir de l'Afrique, comme hier à partir de la Turquie, c'est ce qu'Erdogan avait fait en lançant une crise migratoire artificielle vis-à-vis de la Grèce et de la Bulgarie. Donc, il faut que nos pays assument leurs responsabilités. Et si chacun de nos États, avec sa singularité géographique, historique, géopolitique, assume mieux son rôle et se réarme, c'est toute l'Europe qui a plus de chances de rester en paix. L'idée d'une armée européenne est une pure abstraction et une pure illusion. C'est une chimère, l'armée européenne ? Je nuancerai un peu ça, parce que le constat qu'on fait, c'est que ça ne marche pas. Si on prend l'Europe au sens large, avec la Grande-Bretagne, avec la Norvège, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont des pays européens, les Européens dépensent chaque année entre 400 et 400, vont dépenser cette année entre 400 et 420 milliards d'euros pour leur défense. C'est un chiffre absolument considérable. C'est la moitié du budget des États-Unis. C'est l'équivalent, c'est sans doute même supérieur à ce que dépense la Russie. Nous avons en Europe, dans toutes nos armées,
1 400 000 militaires. 1 400 000 militaires. Or, le jour où on veut en envoyer 10 000 quelque part, on n'y arrive pas. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème, on a trop d'armées en Europe, en fait. Chaque petit pays, petit, moyen, grand, a son armée. Et c'est inefficace, ça ne marche pas. On le voit bien, ça coûte cher, parce que 420 milliards ou 430 milliards d'euros par an, c'est beaucoup d'argent. Ça mobilise beaucoup de gens, beaucoup d'industries. On produit 4-5 sortes de chars différents, une dizaine de frégates différentes, etc. Donc on voit que c'est là où on a des masses continentales importantes, avec des pays, on a une armée. Nous, on en a 27, et c'est 27, 28, et ça ne fonctionne pas bien, en fait. Il y a une déperdition de moyens incroyable en Europe à cause de la division entre les nations. Donc, dire on va laisser chaque pays augmenter son budget comme il l'entend, sans, planification générale, sans organisation générale de tout ça, c'est à peu près mettre de l'argent dans un puits sans fond. Donc, avant de se poser la question de dépenser plus, il faut en Europe qu'on se pose entre nous la question de dépenser mieux. Ça veut sans doute dire, effectivement, qu'on aura une réorganisation militaire avec pas une armée européenne, parce que pour qu'il y ait une armée européenne, il faudrait qu'il y ait un pouvoir européen politique. Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, il y aura un président de l'Europe élu au suffrage universel direct. Moi, je trouverais ça plutôt pas mal, mais c'est une opinion politique personnelle. Mais tant qu'on n'est pas dans cette situation, il va falloir se réorganiser. Et on ne peut pas continuer à avoir 27 ou 28 petites armées qui font chacune leurs petites affaires dans leur petit coin. Il faut dépenser peut-être plus, on verra, mais en tout cas, certainement beaucoup mieux. Dépenser plus, l'Europe semble vouloir lancer un grand emprunt de 800 milliards d'euros pour investir dans les dépenses militaires. Est-ce que c'est le bon mécanisme, François-Xavier Bellamy ? Ça n'est pas un emprunt de 800 milliards d'euros, si je peux me permettre juste de préciser. C'est d'abord la Commission européenne qui dit aux États membres « je lève la contrainte budgétaire qui est ordinairement la règle entre les pays européens. On n'a pas le droit de s'endetter au-delà de 3% de son PIB. Nous, la France, on est un peu à part, mais les autres pays, globalement, respectent cette règle. Mais du coup, on serait peut-être dans les clous si on nous enlève les dépenses militaires. Nous, on est dans une situation même pas. On pourra y revenir. C'est important, la trajectoire de la France sur le plan budgétaire a vraiment un lien avec cette question de la sécurité. Mais pour les autres pays européens, la Commission dit vous avez le droit de dépenser au-delà de 3% du PIB, de vous endetter au-delà de ça pour la dépense militaire. Et ça, on estime que ça va dégager 650 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas du tout un emprunt européen, c'est les États qui vont aller investir dans leur propre réarmement. Et puis, 150 milliards restants, c'est la Commission qui dit « je vais aller emprunter de l'argent sur les marchés pour vous le prêter, pour le prêter aux États ». Donc, vous voyez bien que c'est aujourd'hui les États membres qui restent... C'est un endettement, ça reste un endettement. C'est un endettement, mais qui sert à financer des prêts, donc les États devront rembourser. Donc ce n'est pas un endettement qui finance des subventions que la Commission européenne devrait demain rembourser. Donc elle n'aura pas son mot à dire sur le choix des armements, on ne va pas vers une fédéralisation de... Pas du tout. Sur les 650 milliards, c'est les États qui font exactement ce qu'ils veulent avec cet argent. Et les 150 milliards de prêts, il y aura quelques conditions, mais globalement, la Commission ne veut pas mettre trop de conditions parce que comme les États peuvent sinon aller emprunter sur les marchés, de toute façon, ils n'utiliseront pas ce levier. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les États qui restent centraux dans l'effort de réarmement. Et puis, il y a ce programme, pour l'instant très peu financé, le programme EDIP. Nous, ce que nous proposons, c'est de mettre 20 milliards d'euros dans ce projet. C'est peu pour l'industrie de défense dans toute l'Europe, mais ce serait déjà significatif pour pouvoir faire en sorte de répondre à la question très juste que posait Jean-Dominique Merchet. Moi, je suis en désaccord avec la réponse qu'il partage, mais je crois que la question, elle est réelle. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les États créent plus de convergence en matière d'industrie de défense ? Par exemple, aujourd'hui, on a, comme vous le disiez, des modèles d'équipement, des modèles de munitions, des modèles d'armes qui sont extrêmement divergents en Europe. Comment est-ce qu'on crée de la convergence ? Et nous, ce que nous disons, c'est le sens du rapport que je défends, c'est que si 3 États membres se mettent d'accord pour développer ensemble un matériel, une munition, un armement, alors dans ce cas-là, l'Europe va venir subventionner
ce financement, ce qui est une manière d'inciter les États à créer plus de convergence. Mais pour le reste, moi, je continue de croire que le modèle de l'Europe, c'est cette diversité-là. Et que cette diversité peut être une force si elle est mise d'une certaine manière en harmonie par le fait que nos armées doivent s'entraîner plus souvent ensemble, doivent s'exercer plus souvent ensemble, doivent développer des matériels qui soient plus interopérables, doivent apprendre à connaître les matériels les uns des autres. Aujourd'hui, on a déjà des missions européennes qui fonctionnent pour cela. J'avais été voir les forces françaises qui sont toujours stationnées en Roumanie aujourd'hui. Eh bien, ce type d'opération commune, d'entraînement commun, ça permet que des mécaniciens d'une armée nationale sont à même d'entretenir les matériels d'une autre force armée d'un autre pays. Ça, c'est ce qui nous permettra petit à petit d'être plus efficaces et plus opérationnels ensemble. Mais je ne crois pas un instant qu'il faille renoncer à ce modèle-là. Et l'Europe, elle est mise devant un défi qui est difficile, exigeant, mais qui est en même temps magnifique d'un point de vue historique. C'est celui de devenir plus forte sans se trahir et sans se renier. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. Nous sommes intrinsèquement faits de cette diversité de cultures, de langues, ce qui fait que demain, moi, je ne crois pas qu'il y aura une élection présidentielle à l'échelle européenne, parce que je le vois tous les jours au Parlement européen, dialoguer avec des collègues tchèques, portugais, allemands, c'est passionnant, mais nous n'avons pas la même langue, nous n'avons pas la même culture politique, et ce qui fait la force de l'Europe, c'est cette diversité-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas un peuple européen, il y a une diversité de peuples européens. Et donc, il n'y aura pas demain une démocratie européenne. L'Europe, c'est une alliance de démocratie. Et l'armée étant l'expression régalienne ultime de la souveraineté d'un peuple, si nous ne voulons pas abandonner cette souveraineté, si nous voulons justement défendre nos démocraties, alors il faut apprendre à les défendre avec notre modèle à nous, avec cette diversité de peuples et donc cette diversité de souveraineté qui doivent s'additionner les unes aux autres pour pouvoir nous renforcer. Jean-Dominique Merchet, les États-nations ont renoncé à une part de leur souveraineté sur le plan monétaire, par exemple, sur le plan économique et sans doute même sur le plan politique. Est-ce qu'il faut aller plus loin, renoncer à une part de sa souveraineté sur le plan de la défense? Et François-Xavier Bellamy l'a dit, c'est l'élément ultime de la souveraineté. Évidemment, c'est l'élément ultime de la souveraineté. C'est pour ça que la politique de défense, c'est pas une politique publique comme les autres. Parce que on peut faire des tas de politiques publiques, les transports, la santé, l'éducation. La défense, c'est quelque chose qui est de nature différente parce que, à la fin, il y a question de mort ou de vie, peut-être de millions de gens qui sont en jeu. Donc, on voit bien qu'on est dans un rapport tout à fait différent. Donc, effectivement, mais ça, c'est une vraie question politique. C'est chacun ira avec sa conviction politique. Est-ce que les nations... Est-ce qu'on peut sortir du modèle national pour aller vers autre chose ? C'est une vraie question. Elle est posée, je pense qu'elle est posée aujourd'hui en Europe. On voit bien, l'Europe aujourd'hui est dans un entre-deux. On a délégué une partie de nos souverainetés, les nations ne sont plus vraiment souveraines, mais Bruxelles n'est pas vraiment souverain. Bref, on est dans un... On n'a pas trouvé je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne clé. On est allé soit trop loin, soit pas assez loin. Et donc, faut-il revenir à un modèle purement national? J'ai du mal à y croire. Faut-il aller vers un modèle plus fédéral? J'ai aussi du mal à y croire. Mais ce que je vois, c'est que le constat, c'est pas génial. Voilà, on se fait sortir du jeu mondial en ce moment parce que justement, nous ne sommes plus... on a vu les Britanniques tenter de revenir au modèle national. On peut pas dire que ce soit un grand succès. Donc, bon, mais c'est une vraie question politique qui dépasse de loin les enjeux de défense. Le théoricien français de la nation, Ernest Renan, disait dans Qu'est-ce qu'une nation? Il disait, je cite de mémoire, les nations ont eu un début, elles auront une fin, et elles se transformeront peut-être un jour en une confédération européenne. Il écrivait ça à la fin du 19e siècle. Une confédération, pour le coup, c'est une confédération d'États-nations. Oui. On est allé au-delà de ça, déjà. On ne fera jamais disparaître les nations en tant que réalité humaine, mais doivent-elles continuer à être l'expression de la souveraineté? On y a renoncé, par exemple, dans le domaine de la monnaie, qui est un domaine absolument essentiel, dans le domaine, en partie, du contrôle des frontières, etc. La question est une vraie question politique qui mérite d'être débattue sérieusement, de manière calme, et
chacun ensuite se détermine en fonction de ses convictions personnelles. Personnellement, à force d'étudier, à force de pencher sur ces questions, je suis passé d'une posture plutôt nationale et souverainiste dans ma jeunesse à une posture plus fédéraliste aujourd'hui, parce que je constate que le modèle national souverain marche de moins en moins. Son coût, le rapport entre son coût et son efficacité me semble être déclinant, mais avec toutes les réserves d'usage sur ce qu'il serait bon de faire. En tout cas, débat politique qui en démocratie, s'il en est, qui en démocratie devra être tranché par les peuples européens. François-Xavier Bellamy, sans parler de saut fédéral pour le coup, est-ce qu'on pourrait imaginer des mécanismes de type préférence communautaire, puisque vous l'avez dit, nos voisins européens n'achètent pas du matériel militaire français. Est-ce que c'est quelque chose que vous poussez, vous, en tant que député européen? Pas du matériel militaire européen, même. Oui, lapsus révélateur, mais comme on en produit, il pourrait être français ou autre, mais européen du moins. Le constat de départ, c'est celui-là. C'est que même si c'est difficile d'évaluer complètement les chiffres, la Commission européenne elle-même dit que l'an dernier, les pays européens, dans leur ensemble, ont acheté 79% de leur matériel militaire à l'extérieur de l'Europe. Sur les importations. Sur les importations. Importations, mais pas leur production. C'est là qu'il y a débat entre nous. Non, il y a un débat sur les chiffres, mais aujourd'hui, les achats, par définition, c'est pas que les importations. On ne compte pas, chaque fois qu'une nation achète à sa propre industrie, ce n'est pas compté dans ces chiffres-là. On ne parle que de ce que les nations ont importé. Oui, mais c'est absolument gigantesque. Non, ça veut dire que 79% de ce qui est importé par les pays européens l'est de l'extérieur de l'Europe. Mais si on prend les chiffres de Londres, de l'Institut stratégique de Londres, sur les 3 dernières années, considère que la moitié de ce que les pays européens ont acheté, la moitié, 53% je crois, veut au total, y compris leur commande nationale, étaient européens et les États-Unis environ 35%. Parce qu'il faut intégrer ce que par exemple, la France importe très peu d'armement. L'Allemagne importe assez peu d'armement. L'Allemagne a son industrie nationale. Mais les Américains... Il faut ajouter, il me semble, quand même un autre aspect, c'est que prenez un pays comme l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne a une industrie de défense nationale très forte, mais qui produit massivement des équipements, des munitions, des armements qui sont en réalité fabriqués avec des composants américains ou sous licence américaine. Et c'est d'ailleurs le grand débat entre la France et l'Allemagne aujourd'hui dans la discussion sur ce programme EDIP, c'est que l'Allemagne veut pouvoir produire en Allemagne par exemple des missiles Patriot, qui sont des missiles en réalité conçus par les États-Unis, mais qui peuvent être fabriqués dans un autre pays, et notamment sur son sol en Allemagne. Et la France, elle dit, et nous, ce que nous défendons, mais ça n'est pas une position française, c'est une position pour l'avenir de l'Europe tout entière, c'est que nous avons le devoir de maintenant investir de manière déterminée dans la production d'équipements sur notre sol, bien sûr, mais aussi d'équipements dont nous maîtrisons la conception. Parce que quand vous achetez un équipement, par exemple américain, vous savez qu'en matière d'industrie de défense, c'est très particulier. L'industrie de défense, on ne vend pas des avions ou des missiles comme on vend des frigidaires. C'est un peu plus dangereux. Et donc, la première chose que vous faites quand vous vendez un équipement de cette nature, c'est que vous vous assurez qu'il ne sera pas un jour retourné contre vous ou contre vos intérêts vitaux. Et donc les Américains, lorsqu'ils fabriquent ou qu'ils contribuent à la fabrication, à la conception d'un produit, eh bien, ils l'assortissent d'une clause qui s'appelle ITAR, qui fait que vous n'avez pas le droit d'utiliser, vous n'avez pas le droit de mobiliser, vous n'avez pas le droit même de revendre ou de donner ce matériel sans l'autorisation du gouvernement américain. Et concrètement, il y a même des avions qui ne peuvent pas décoller sans l'autorisation des États-Unis ? C'est ce qui fait, par exemple, que la Grèce a acheté des Rafales. Pourquoi ? Parce que quand la Grèce est menacée directement par la Turquie, quand son espace aérien est violée régulièrement par la Turquie, elle veut pouvoir faire décoller des avions pour protéger cet espace aérien. Et la Turquie se trouve être la deuxième armée de l'OTAN. Et donc, pour ne pas se retrouver en conflit avec les impératifs qui seraient ceux des États-Unis au sein de l'OTAN, la Grèce a préféré miser sur une production non américaine. Et ce sont encore une fois des cas d'usage qui sont déjà apparus régulièrement dans le passé. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les Européens doivent investir dans des produits qu'ils soient capables de concevoir eux-mêmes pour pouvoir, là encore, garder leur souveraineté. La grande question du moment,
c'est la question de la sécurité, mais aussi cette question de la souveraineté qui me paraît être absolument centrale. François-Xavier a raison. Alors, pour répondre à votre question sur les avions qui peuvent ou peuvent pas décoller, les F-35, on a beaucoup. En fait, il faut comprendre, un F-35, un avion de combat moderne, c'est un ordinateur qui vole. Enfin, c'est d'ailleurs un ordinateur très très puissant qui vole. Et comme votre téléphone portable, il a besoin de mises à jour extrêmement fréquentes. Les mises à jour, elles se font depuis les États-Unis. Donc, si vous ne le mettez pas à jour régulièrement, presque après chaque vol, en fait, de votre avion, eh bien, à un moment, il va plus pouvoir décoller. Donc, c'est pas un bouton sur lequel l'état-major américain, caché quelque part dans un souterrain, appuierait pour interdire à l'avion de voler. C'est beaucoup plus... On comprend tout ça. Sans mise à jour, l'avion, eh bien, il n'est plus... C'est comme un téléphone privé de réseau. Voilà. Donc, il va très, très vite être incapable de voler. La question sur l'Europe, c'est intéressant. On est quand même face à un vrai problème. François Xavier a très bien décrit. La question, est-ce qu'on met ou pas les Britanniques à bord dans cette affaire? Parce que là, on voit bien qu'en ce moment, on est face à un discours très contradictoire de la part de la France. D'un côté, on dit c'est avec les Britanniques qu'on va faire des choses en Ukraine, il n'y a pas de défense de l'Europe sans les Britanniques, etc., etc. Et de l'autre, on dit ah oui, mais il est hors de question que les Britanniques participent au financement, participent au programme européen, puisqu'il y a eu le Brexit. On voit bien qu'il y a une contradiction là. C'est très difficile de dire aux Britanniques il faut que vous embarquiez de nouveau avec nous parce que vous êtes en Europe, pas dans l'Europe, mais en Europe, pour la défense collective, et en même temps leur dire ouais, mais vos industriels, il est hors de question qu'ils puissent bénéficier de notre... Et j'aimerais savoir ce que notre député européen en pense. Bonne question. C'est vraiment une question qui se pose dans la négociation de ce programme EDIP. Nous, ce que nous proposons, c'est que les Britanniques puissent participer, parce que c'est ce que j'avais défendu aussi sur le Fonds européen de défense. Je crois que les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, mais ils n'ont évidemment pas quitté l'Europe, et nous avons tellement d'intérêt à défendre ensemble. D'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on voit cette convergence se rétablir. Maintenant, la double difficulté, c'est qu'il ne faut pas que les Britanniques soient, d'une certaine manière, la porte ouverte pour... le monde anglo-saxon et le cheval de Troie aurait dit le général de Gaulle d'une certaine manière. Voilà, je dis ça de manière... Moi, je ne suis pas anti-américain, je ne suis pas hostile aux États-Unis. Je dis juste que l'Europe doit assumer sa responsabilité et que les États-Unis ont pendant longtemps, ils nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir fait assez pour notre défense, mais pendant longtemps, ils ont organisé cette dépendance. Et ce n'est pas sain, ce n'est pas bon pour les pays européens. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si les Britanniques veulent contribuer à ce programme, il faut qu'ils y contribuent aussi financièrement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on mette de l'argent et qu'ensuite ce soit des entreprises britanniques qui puissent en tirer un avantage. François-Xavier Bellamy, est-ce que l'Union européenne va devoir aussi revoir ses priorités? Par exemple, très concrètement, est-ce que le Green Deal est compatible avec une Europe renforcée sur le plan militaire, renforcée sur le plan industriel? Alors, il y a quelques jours, dans l'échange que j'avais avec des collègues sur cette question du programme EDIP, une collègue écologiste du groupe des Verts m'a dit oui, nous allons mettre des amendements pour décarboner l'industrie de défense. Donc on voit bien qu'on a un sens des priorités qui n'est pas toujours identique. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe doit sortir du déni de réalité. Et pour moi, ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit d'ailleurs ici même sur ce plateau dans un débat avec Pascal Canfin que vous aviez organisé il y a quelques mois de cela. Je pense que l'Europe a organisé sa propre décroissance et que derrière l'idée du Green Deal, il y avait dans beaucoup de textes une forme de fragilisation que nos pays s'imposaient à eux-mêmes, à leur propre économie, à leur propre industrie. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire, la question que vous posez nous invite à cette réflexion. Quand on parle de la défense de l'Europe, quand on parle de la sécurité, de la souveraineté de nos pays, il ne s'agit pas seulement de la défense. C'est un regard global sur cet impératif de sécurité et de souveraineté qui doit irriguer toutes les politiques. Parler d'agriculture, c'est parler de sécurité et de souveraineté. Parce que l'arme alimentaire, elle est aujourd'hui utilisée pour fragiliser des pays dans le jeu géopolitique. Et donc, quand on a rendu le travail de nos agriculteurs impossible, en réalité, on a fragilisé la sécurité de l'Europe. Parler d'énergie, c'est parler de sécurité et de souveraineté. Et défendre le nucléaire, comme je l'ai fait pendant 5 ans au Parlement européen, c'était un enjeu de sécurité. Quand on parle d'immigration, je le disais tout à l'heure, retrouver des frontières, c'est un impératif de sécurité. Et on l'a vécu avec la question du terrorisme.
Parler d'éducation dans un pays comme le nôtre, la crise de l'école, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de notre sécurité et de notre souveraineté. Parce que quand vous avez, et ça c'est aussi, vous disiez est-ce que l'Europe doit se remettre en cause? Mais la France doit se remettre en cause aussi. Quand vous avez en France une statistique récurrente qui nous dit que nos élèves sont maintenant devenus les derniers de tout l'OCDE en mathématiques, comment est-ce qu'on va inventer les avions de combat du futur? Comment est-ce qu'on inventera les systèmes de combat du futur quand devant nous il y a des bataillons d'ingénieurs formés par la Chine, par les États-Unis, qui eux pour le coup sont à la pointe du progrès. Et nous, si nous décrochons là-dessus, c'est notre sécurité qui sera en jeu. Et puis parler de la dette publique, pardon de le faire, c'est un peu rébarbatif, mais c'est aussi un enjeu de sécurité et de souveraineté. Quand votre dette est détenue massivement par des investisseurs étrangers, vous n'êtes plus vraiment souverain. Et donc je crois que la vraie question qui se pose pour nous, pour l'Europe et pour la France, c'est de se réveiller, de sortir de cette torpeur stratégique et de comprendre. Et c'est peut-être finalement ce qu'on a de meilleur à tirer du moment qu'on traverse ensemble, c'est que si personne... si l'Europe et si la France ne se préoccupent pas de leur propre destin, personne ne le fera à leur place. Et c'est ça aujourd'hui qui doit être un moment de maturité retrouvée dans notre débat démocratique. Vous m'offrez une transition pour la conclusion. Il reste à peu près 2 minutes et demie. Justement, on a beaucoup parlé de réarmement extérieur. Est-ce qu'on peut réellement réarmer sur le plan européen, sur le plan défensif, dans une situation où on semble aussi désarmé sur le plan intérieur, sur le plan régalien, et est-ce que pour réarmer sur le plan extérieur, ça ne doit pas commencer par un redressement intérieur, Jean-Dominique Merchet? Oui, je pense qu'il faut absolument. Il n'y a pas de réarmement possible sans une économie prospère. Et ça semble être la base, sans une éducation efficace. Et donc, d'une certaine manière, l'armée et les questions de défense, c'est ce qui arrive après. C'est le cœur, certainement, mais on ne construira rien de solide avec une économie brinque-ballante, avec un endettement épouvantable et avec une école à la dérive. Donc, évidemment, il faut absolument resolidifier ces bases. Je pense que François-Xavier vient de le dire et le constat est très juste. Pour conclure, là-dessus, vous êtes député européen, mais vous avez aussi un regard sur les questions intérieures. Est-ce qu'on y arrivera sur le plan européen sans rebâtir un État régalien digne de ce nom ? Non, on n'y arrivera pas. Encore une fois, moi je crois que la coopération européenne, elle est indispensable pour reconstruire la souveraineté de nos pays. Toute la campagne européenne que j'ai menée l'an dernier était orientée autour de cet unique impératif, retrouver la maîtrise de notre destin. Et je pense que l'Europe peut retrouver son sens à travers cet impératif. Pour répondre à la question que vous évoquiez, qui est la question décisive en réalité, le vrai sujet, me semble-t-il, c'est pas d'abord comment on se défend, mais est-ce qu'on sait ce qu'on a encore à défendre ensemble ? Est-ce qu'on sait ce qui nous relie, nous Français, et ce qui nous lie aux autres pays européens ? Est-ce qu'on a le sens de cette appartenance à un héritage qui nous précède et qui nous engage ? Je relisais récemment les pages magnifiques de Saint-Ex dans Pilote de guerre. Saint-Exupéry qui s'était engagé volontairement pour défendre la France et qui continuera d'insister pour pouvoir piloter jusqu'à donner sa vie pour affronter le nazisme. Dans Pilote de guerre, Saint-Ex médite sur le fait que si la France s'est effondrée, c'est pas d'abord parce que ses soldats n'ont pas été valeureux et courageux, mais c'est parce qu'elle ne savait plus ce qu'elle avait à défendre. Et que si elle avait eu la conscience commune de ce qui exigeait d'elle cet engagement, elle aurait rallié à elle-même et elle aurait pu l'emporter. Et donc, il y a chez Saint-Ex cette réflexion qui doit nous parler aujourd'hui. Comment reconstruire le sens de cette unité que nous voyons fracturer tous les jours, y compris dans le débat public? Comment reconstruire le sens de ce qui nous unit et de ce qu'il nous appartient de défendre par notre effort d'aujourd'hui? Bien, parfait, on conclut avec Saint-Exupéry. Merci à tous les deux, François-Xavier Bellamy, Jean-Dominique Merchet. C'était passionnant. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Et puis, vous retrouverez cette conversation dans le Figaro Magazine dans 15 jours. Merci.